Voici l'histoire de 4 âmes en quête de grandeur dans un monde rempli de périls et de mystères. Nos héros sont Ernest, magicien avide de savoir, Anédore, barde charismatique, Gilzug, nécromancien tourmenté, et Erkan, guerrier au sang de dragon. Ensemble, et à travers leurs aventures épiques, ils écrivent leur légende. Et ce soir, leurs aventures continuent. Notre histoire reprend alors que le groupe, toujours accompagné de Sophia, progresse à vive allure dans les galeries souterraines de la forteresse du seigneur Oros. La jeune femme, en tête, guide Anédore et ses amis à travers les longs couloirs obscurs de ce qui ressemble à un gigantesque labyrinthe. Après plusieurs minutes de marche, le groupe parvient au pied d'un long escalier éclairé par des torches et flambeaux menant à l'intérieur de la forteresse. Gilzug et ses compagnons gravissent les marches, puis sont à nouveau guidés par Sophia à travers la forteresse. Les couloirs de l'édifice, richement décorés, sont à cet instant déserts. Pas un bruit, pas un murmure ne parvient aux longues oreilles d'Anédore. La petite troupe s'arrête devant une gigantesque porte qui, selon Sophia, mène à la salle du trône. Derrière, des bribes de conversation filtrent. Les voix graves et les tons inquiets laissent deviner une atmosphère tendue. Troublée, Sophia marque une pause, inspire profondément, puis pousse la lourde porte. Dans la grande salle, abritant un trône massif, nos héros font enfin face au seigneur Oros. Ce dernier, surpris par l'irruption de sa fille qu'il pensait perdue, ne put s'empêcher de verser quelques larmes avant de la prendre dans ses bras. Perdu un instant dans l'émotion, le seigneur Oros revint rapidement à lui pour se présenter aux aventuriers. Il prit le temps de regarder attentivement chacun des membres de la troupe et dévisagea plus longuement Erkan, qui prit la parole et raconta leur périple. Au terme du récit du guerrier, Oros remercie la troupe de lui avoir ramené sa fille. Puis, son visage se durcit. Il présente aux héros les corps mutilés de soldats, transpercés par un projectile d'une puissance extrême. Ces morts, explique-t-il, sont l'œuvre d'un cyclope, posté sur une montagne lointaine, qui agit comme une sentinelle meurtrière. À lui seul, explique Oros, ce vil adversaire exerce une pression telle que le seigneur ne peut se résoudre à déployer ses hommes à l'extérieur, sans quoi ces derniers mourraient tous sans même pouvoir se défendre. Oros avait presque abandonné tout espoir jusqu'à cette rencontre avec Erkan et la flûte que porte le guerrier à sa ceinture. Il révèle alors que cet objet permettrait d'appeler et communiquer avec les dragons. Ainsi, le seigneur propose à la troupe d'aventuriers de lui rendre un nouveau service, celui d'utiliser la flûte du guerrier afin de convoquer un dragon et de terrasser le cyclope. Après réflexion, nos héros acceptent d'apporter leur aide au seigneur. Oros, reconnaissant, demande au groupe de l'accompagner vers une salle particulière du château. Il conduit les aventuriers dans une salle secrète cachée par une étrange magie. De nombreuses personnes s'y trouvent, et l'ambiance, décontractée et chaleureuse, contraste nettement avec celle régnant dans la forteresse. Oros révèle à nos héros qu'il est un membre haut placé de l'ordre, et que cette salle est l'un des nombreux refuges magiques de l'organisation. Dans cette pièce, le groupe fait notamment la rencontre de Mirmirk, maître forgeron gobelin qui améliore gratuitement, mais non sans quelques insultes et commentaires désobligeants, « L'enculé de ta race! Je vais te réduire en bouillie, ça va pas traîner, tu vas voir! Oh, tu me dégoûtes, putain! Regarde-toi avec ton corps tout collant, on dirait une merde écrasée sur un trottoir !» l'armure et l'épée d'Erkan. Anédore rencontre à nouveau Danator, son éternel rival, occupé à jouer quelques mélodies sur sa mandoline près d'un doux feu. Il échange quelques mots avec la délicieuse elfe, non sans exprimer un dédain certain envers elle. Gilzug fait, quant à lui, la connaissance de Gontran Bitalcuc, personnage mystérieux s'il en est. Ce dernier remet un parchemin brûlé au nain avant de disparaître dans un nuage de fumée. Enfin, dans cette ambiance sereine, nos héros retrouvent un étrange personnage dont les yeux dorés brillent d'une lumière vive.
Ce vieil homme, libéré par nos héros lors de l'invasion du Château Royal des îles Célestes, se présente sous le nom de Hal. Il est un Aasimar, c'est-à-dire un être d'ascendance divine, plus connu comme l'aspiration de la végétation. Il révèle aux héros l'existence en ce monde de divinités primaires et secondaires, telles que la tortue et le serpent géant, respectivement divinités primaires de l'eau et de la foudre, rencontrées précédemment par la troupe. Hal profite de cette discussion pour révéler aux héros que l'empereur fou du continent fut profondément aimé et respecté de son peuple jadis. Cependant, à la suite d'événements graves, l'empereur se tourna vers la divinité primaire du feu, implorant son aide. Bien qu'interdit par le code divin, la divinité du feu prêta ses pouvoirs à l'empereur. Pour des raisons inconnues, les pouvoirs ne purent être restitués à la divinité, qui, d'après Hal, erre désormais sur Terre sous forme humaine, à la recherche du moyen de récupérer son ancien statut. L'empereur, consommé par les pouvoirs du feu primaire, a progressivement perdu la raison et s'est mis en tête de conquérir l'ensemble du continent par la force. Le groupe remercie Hal pour le partage de ses connaissances et s'apprête à le quitter. Cependant, celui-ci a une dernière révélation à faire. Il dévoile à Ernest qu'il fut autrefois le seigneur de la cité de Karsus, ainsi qu'un proche de la famille des Monts Étoilés. Il lègue ainsi à Ernest un artefact d'une grande puissance appelé lunette stellaire, renforçant les capacités du magicien. Alors que les aventuriers terminent de se préparer, le seigneur Oros leur offre un ultime cadeau. En tant qu'éminent membre de l'ordre, il déclare que les membres du groupe occuperont désormais le rang de fervents, ce qui leur confère de nouveaux avantages au sein de l'organisation. Puis, le seigneur prend la tête du groupe, qui se dirige vers la volière de la forteresse. Quelques minutes de marche plus tard, nos héros se retrouvent dans un étrange endroit, peuplé de nombreuses raimentas blanches, flottant gracieusement dans les airs, non sans leur rappeler leur ancien ami du royaume céleste. Oros invite Erkan à sortir de la forteresse par le sommet de la volière, afin d'utiliser sa flûte d'invocation de dragon. Au milieu de la nuit, le jeune guerrier se retrouve seul au sommet de la forteresse. Il se remémore rapidement les symboles arborés sur la plaque antique retrouvée précédemment et joue la note d'appel au dragon. Après quelques minutes, un bruit sourd se fait entendre au loin. Un rugissement déchire l'horizon. Quelques secondes plus tard, dans d'assourdissants battements d'ailes, une énorme créature ailée se pose lourdement face au guerrier. D'environ 50 mètres de long, l'imposant dragon fait se craqueler la pierre sous le poids de sa majesté. Ce dragon noir présente une patte avant droite tranchée et arbore un air furieux en direction d'Erkan. Le guerrier comprend que le combat est inévitable. Après quelques minutes d'un combat épique au sommet de la forteresse, Erkan se fige. Le dragon entraîne le guerrier dans un espace mental à travers lequel les deux êtres peuvent communiquer. Le dragon, Orwyn de son nom, révèle au guerrier que la flûte utilisée n'est pas un outil de communication, mais un outil d'asservissement des dragons, créé par un des sbires de l'empereur. Après une rapide discussion, Erkan rassure le dragon sur ses intentions, et le dragon décide de s'allier au jeune guerrier et ses amis. Bien qu'intimidés par l'impressionnante créature, les autres membres du groupe acceptent de monter sur le dos d'Orwyn, et, dans le cœur de la nuit, la petite troupe s'envole à travers les étoiles, à la recherche de l'adversaire du seigneur Oros. Le dragon vole à une vitesse effrayante, déchirant le ciel de ses battements puissants. Au loin, les héros aperçoivent une gigantesque structure qui semble être la forteresse de l'empereur fou du continent. Distrait l'espace d'un instant, personne ne vit s'élancer depuis le sommet d'une montagne proche un éclair lumineux qui frappa de plein fouet l'une des ailes d'Orwyn. Blessé, le dragon s'écrasa sur le flanc de la montagne, non sans replier son aile valide pour protéger les membres du groupe. Ernest, grâce à ses connaissances, détermina rapidement que le Cyclope était l'auteur de cette odieuse attaque et qu'il doit donc se trouver au sommet de la montagne. Erkan promet à Orwyn, agonisant, de revenir au plus vite après avoir négocié un divorce à l'amiable entre la tête et le corps de leur ennemi. Nos héros se précipitent au sommet de la montagne, leurs pas entravés par la profonde couche de neige recouvrant la roche. À l'approche du sommet, le groupe ralentit la cadence, afin d'aborder le combat à venir avec calme. Au sommet,
nos héros découvrent leur adversaire borgne, d'une hauteur d'environ 4,50 m, qui leur fait dos et semble regarder loin à l'horizon, en direction de la forteresse du seigneur Horus. Profitant du relief escarpé présent sur ce pic montagneux, Gilzug et Erkan imaginent un plan ingénieux pour vaincre le Cyclope. Le nain utilise son sort obscur, patte d'araignée, pour emmener discrètement le guerrier au sommet de la montagne. Surplombant le géant borgne, Erkan empoigne son épée fermement, bondit depuis le sommet de la montagne et, dans un cri de rage, empale sa lame à travers le crâne de son ennemi. Celui-ci, surpris et désormais aveugle, mais toujours vivant, ne compte cependant pas mourir sans se battre. Le groupe observe qu'une sorte de lave incandescente émane depuis la blessure du Cyclope, qui s'accroupit et semble canaliser une puissante magie. Quelques secondes plus tard, le géant déchaîne sa puissance et détruit une partie du pic rocheux en un souffle de magie. Erkan, du mauvais côté de la bataille, se retrouve esseulé et sans armes. Mais ses braves compagnons, Anédor, Ernest et Gilzug, combinant leur bravoure et leur puissance magique, viennent à bout de l'adversaire gigantesque. Sans perdre un instant, le groupe ramène le cadavre du Cyclope auprès d'Orwyn, dans l'espoir que le dragon puisse reprendre quelques forces. Hélas, nos héros arrivent trop tard, alors que leur compagnon ailé ne respire déjà plus. Erkan prend quelques minutes pour se recueillir auprès du dragon. Puis, le groupe décide de rejoindre à nouveau le sommet de la montagne. Sur l'autre versant de la montagne, le groupe aperçoit un sentier, semblant mener vers un petit village. Fatigués et sans ressources, nos héros décident donc d'entreprendre un nouveau voyage vers cette destination.